Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale de Territoire d'info sur Public Sénat, sur Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. Pendant 1 heure en direct, une émission spéciale autour ce matin d'Emmanuel Macron. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Nous allons vous interviewer aujourd'hui, vous interroger avec 3 parties dans cette émission. Dans cette première partie, vous serez interrogé sur votre projet cohérent. C'est vous qui l'appelez comme ça, on en parlera tout à l'heure, par 3 éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Pascal Jalabert de l'Est républicain et Hervé Favre de la Voix du Nord. Vous serez donc face à la PQR dans cette première partie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aborderons la politique française, les primaires de la gauche et l'actualité d'aujourd'hui avec Véronique Jacquier de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Enfin, dans la troisième partie, et vous resterez avec nous, vous serez débriefé par des éditorialistes également, Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre et Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale en votre présence. J'ajoute que cette émission est relayée par TV5 Monde ce week-end et par les partenaires TV locales et régionales de cette matinale, ainsi que sur les sites internet de la presse quotidienne régionale dans tout l'Hexagone. Donc une couverture, une exposition très importante pour ce que vous allez nous dire ce matin, Emmanuel Macron. Vous dites « Je veux gagner l'élection présidentielle sur un projet progressiste et sur la base d'un contrat avec la nation sur 10 réformes clés que j'égrènerai jusqu'à la fin du mois de février ». Nous allons donc commencer par vos projets pour moderniser l'économie. On écoute tout de suite Stéphanie Duloup. C'est une start-upeuse, le mot n'est pas très joli, mais elle vous interpelle sur le statut des start-up. C'est TV7 en Gironde, notre partenaire TNT, qui l'a rencontrée. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Duloup, je suis associée dans la start-up Excelus qui est basée à Bordeaux. On développe une solution de télémédecine pour l'urgence depuis 2 ans. Et nous aujourd'hui on vient de boucler une levée de fonds et ce qui nous a beaucoup marqué et ce qui nous a chagriné, c'est d'avoir rencontré des investisseurs qui sont beaucoup plus dans une bulle spéculative et qui n'ont pas forcément envie d'une longibilité de l'entreprise. Et d'ailleurs, la communication faite autour des startups en général en France se fait beaucoup sur combien on a levé. Et vas-y que j'ai levé 1 million, 2 millions, 500 000. Beaucoup d'investisseurs ne s'intéressent pas si on n'est pas dans des levées au-delà d'eux. Donc moi, la question que je pose, Monsieur Macron, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vraiment revenir à des basiques sur la structuration des entreprises et son développement commercial, son chiffre d'affaires, son marché. Merci. Vous lui répondez, Emmanuel Macron. Oui, ça dépend beaucoup des secteurs, ça dépend beaucoup des dynamiques. Je comprends tout à fait ce que dit Madame. C'est vrai que dans les entreprises technologiques, aujourd'hui, on ne regarde pas forcément le chiffre d'affaires, on ne regarde pas forcément la valeur créée, on regarde le potentiel d'activité. C'est encore plus vrai pour des entreprises de la biotechnologie où l'accès au marché va prendre quelques années. Donc la dynamique qui est évoquée est entre guillemets normale. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une bulle. En France, on est le pays d'Europe continentale qui crée le plus de start-up. On en crée environ 1000 par an. Et pas simplement à Paris. J'ai eu la chance et l'honneur, quand j'étais ministre, d'aller 2 fois donc au CES, qui est le principal forum mondial de la technologie qui est à Las Vegas. J'avais à chaque fois une délégation d'une centaine d'entreprises. Les 2 tiers venaient de province. Donc il y a une vitalité entrepreneuriale partout en France. Elle est unique. Elle est nouvelle, elle est en train au fond, de convertir dans le domaine économique ce qui est la force française, c'est-à-dire la créativité. Alors, ça vient dans tous les secteurs, c'est ce changement culturel qui est à l'œuvre, on a les connaissances technologiques. Maintenant, notre défi, c'est de les faire grandir. Et donc, c'est ce qui était là évoqué, c'est-à-dire de savoir lever l'argent, d'avoir la vélocité pour le faire. Hervé Favre, la Voix du Nord. Ce sont des propos rassurants par rapport à ceux qu'on peut lire dans votre livre sur la Révolution, puisque vous expliquez quand même que d'ici une dizaine d'années, on risque de voir 40% de nos emplois aujourd'hui qui soient robotisés, et plus seulement dans l'industrie, ce qui serait une grande nouveauté. Donc là, quand on lit ça, on se dit que l'inversion de la courbe du chômage, après laquelle on a couru tout le quinquennat, n'est peut-être pas près de se réaliser. Je suis ni anxiogène, ni excessivement rassurant. Je dis qu'il y a des potentialités formidables. Il y a des menaces et des opportunités. Mais en effet, la transformation environnementale et numérique, cette révolution qui est à l'œuvre partout dans le monde, et essentiellement dans les économies occidentales, elle va profondément changer le travail en France. Et ça, si on ne le regarde pas en face, si on continue
a en effet parlé de la courbe du chômage en la regardant mois après mois, si on continue à regarder le chômage en disant il faut rendre dégressive l'indemnisation de nos chômeurs, on passe complètement à côté du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que nous avons une transformation radicale de notre façon d'innover. Parce que le numérique fait qu'on innove en temps réel partout dans le monde et que les frontières qui existaient jusque-là sont balayées. Entre la génomique, les neurosciences, le big data, les objets connectés. La génomique. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait décrypter le génome d'ADN en quelques secondes pour certaines technologies, quelques minutes, là où avant on disait ça va prendre des mois, des années. Et donc on a une connaissance de l'humain, on a une connaissance du cerveau, et énormément encore de choses à faire. On a une connaissance par l'accumulation des données, le traitement des données de masse, par la capacité à soigner, à prévenir différemment, grâce entre autres aux objets connectés, qui balayent, si vous voulez, beaucoup de frontières qui existaient entre les disciplines. Donc on innove plus vite, on produit totalement différemment. Parce qu'avec le numérique, avec l'impression 3D, on s'est relocalisé de la production industrielle au plus près du terrain en petite série. Là aussi, c'est un changement de perception. On disait, on ne va plus du tout produire en France. C'est pas vrai. Mais produire en France, c'était un slogan des années 80. Oui, donc c'est assez curieux de le voir revenir aujourd'hui. Bon, vous savez, les slogans, les modes... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de dire qu'il n'y aura plus d'industrie en France, c'est pas vrai. Il y en a d'abord toujours aujourd'hui. Il y en aura sous de nouvelles formes, avec des productions plus petites, plus courtes, mais c'est une vraie transformation. Le numérique change nos façons de consommer. Vous ne vous déplacez plus de la même façon. Vous n'achetez plus vos vacances de la même façon. Vous n'allez plus passer une nuit à tel ou tel endroit de la même façon. Bon. Et vous n'allez plus, juste pour finir et pour que ce soit bien clair, vous ne consommez plus les services bancaires de la même façon. Donc en effet, ce que je dis, c'est que tout ça a un impact sur l'emploi, sur le rapport au travail. Parce que des secteurs entiers sont en train d'être bousculés par le numérique. Les chiffres que vous citez, ce sont souvent ceux que l'on trouve pour le secteur bancaire et assurantiel. En effet, on dit dans les 10 prochaines années, il y a 40 à 60% des emplois qui seront supprimés, remplacés. Il y en a d'autres qui seront créés dans la silver economy, dans la green technology, etc. Michel Urvois, Ouest France. Donc il faut changer les choses. Michel Urvois. Je voudrais prolonger la question de la dame. Quand vous allez à la banque, vous voulez investir, on vous dit oui, mais vous pouvez investir dans des entreprises en développement entre Londres, Berlin et Turin, grosso modo. Et qu'est-ce que vous faites, vous, président, pour mobiliser l'épargne nationale, voire l'épargne locale au bénéfice du développement? Alors, il y a deux choses. Il y en a de l'épargne en France. Mais il y en a beaucoup. Elle est trop dans l'immobilier. Et la France a une caractéristique comme les autres économies d'Europe continentale, là aussi, l'Allemagne est comme nous, l'Italie comme nous, c'est qu'on a mis beaucoup d'épargne dans les produits d'assurance, c'est-à-dire on a créé un système. Non, c'est pas de la spéculation. On ne l'a pas mis sur les marchés. On finance notre économie à travers ce qu'on appelle des intermédiaires de marché, les banques et les assurances. C'est le modèle classique de l'économie occidentale. Là où les économies anglo-saxonnes le financent beaucoup plus par les marchés. Donc nous, on finance moins par les marchés. D'ailleurs, nos concitoyens aiment moins placer en direct. Donc, il faut favoriser une fiscalité qui les incitera à placer en direct. On a, par exemple, trop relevé la fiscalité sur les dividendes, ce qui est désincitatif pour eux. 2, il faut mener une vraie bataille sur la régulation des banques et des assurances. J'en parle là aussi dans le livre Révolution. Ça paraît un peu technique, mais c'est fondamental. Comme on a l'essentiel de notre épargne financière en France qui est en assurance vie ou dans des produits de ce type, que 75%, 70% de notre économie est financée par les banques et les assurances. La régulation qui s'est faite après la crise a totalement resserré à la fois le crédit et l'offre de fonds propres de ces intermédiaires pour nos entreprises. Et donc c'est très mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle les règles de Bâle 3 ou de solvabilité 2. Et on a laissé des instances très techniques s'occuper de ça. Nous devons reprendre la main là-dessus. Et ça, c'est un vrai débat européen. Moi, je veux que ce soit un débat annuel à la table du Conseil européen, et en particulier la table du Conseil des ministres de l'économie et des finances, pour débattre chaque année de la bonne allocation de l'épargne financière de nos concitoyens, et de dire, moi je veux, parce que j'en ai besoin pour mon redémarrage, qu'on favorise l'allocation de cette épargne financière, par exemple dans les assurances, eh bien,
vers mes startups, vers mes entreprises, vers ma croissance économique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Du côté des salariés, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut quand même adapter le cadre contrat de travail, par exemple, à cette nouvelle économie. Est-ce qu'on peut en rester sur l'alternative CDI, CDD? Alors, est-ce qu'il faut inventer autre chose? On a beaucoup essayé, beaucoup tourné autour de ça. Je ne veux pas rentrer dans un sujet qui est très technique sur le plan juridique. Le contrat de travail unique, on ne peut pas le faire en vertu des conventions de l'Organisation internationale du travail. Par contre, cette transformation, elle bouleverse en profondeur le rapport au travail. On sort de l'unité de temps, de lieu d'action. Le travail va profondément changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la conséquence? On doit en effet avoir plus d'agilité au niveau de l'entreprise. Selon les secteurs, selon la taille de l'entreprise, la réalité du travail et de l'emploi ne sera plus la même. C'est pour ça que je propose de ne plus tout définir par la loi pour tout le monde dans tout le pays, mais plutôt de renvoyer à une liberté de négociation au niveau de la branche et de l'entreprise. Mais plus fondamentalement, si on veut absorber cette transformation, à la fois ses impacts négatifs, mais ses opportunités pour nos concitoyens, la vraie révolution qu'on doit conduire, c'est celle de la formation tout au long de la vie. Le monde dans lequel nous sommes, je ne fais pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Ça n'est plus un monde où on peut simplement considérer qu'il y a des gens qui ont un travail, CDD ou CDI, et des gens qui sont au chômage, et dont on va réduire les droits parce que ce serait... Oui, la durée légale. Je garde une référence légale à la durée, mais je laisse la possibilité à des accords de branche ou d'entreprise d'y déroger. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Pascal Jalabert. Cela signifie qu'il y a des gens qui travailleront 39 heures dans certaines branches ou entreprises, et dans l'entreprise ou la branche à côté, oui. D'autres 35 payés au même salaire. Non, pas forcément. Ils auront négocié. C'est ça la révolution sociale? La révolution sociale, c'est la déconcentration. Je le dis, c'est de rapprocher la réalité des choses du terrain. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'industrie automobile, vous êtes posté, vous vous trouvez dans une industrie très organisée, très taylorisée, comme on dit. Les 35 heures par semaine payées au tarif actuel sont tout à fait possibles en organisation. Vous êtes peu impacté aujourd'hui. Quand vous vous retrouvez dans une société de l'informatique, cette dame qui était avec nous, une start-up... Stéphanie Dulou. Stéphanie, généralement, vous ne travaillez pas à 35 heures. Ça n'est pas vrai. Déjà, la plupart de ces start-up sont en contravention avec la loi. Ils veulent peut-être travailler davantage, être payés différemment, mais la loi avoir plus de souplesse. La loi El Khomri va plus loin que vous, puisqu'elle inverse carrément la hiérarchie des normes. Elle donne le pouvoir aux entreprises de faire abstraction des branches. Je généralise ce qui a été commencé dans la loi travail, en permettant au niveau de l'entreprise et de la branche de le faire pour tous les domaines. Et je ne garde dans la loi que ce qu'on appelle un ordre public social, c'est ce avec quoi je ne veux pas qu'on déroge. Mais je veux revenir quand même sur notre sujet, parce qu'il est encore plus important que le sujet de temps de travail. Le temps de travail, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que, oui, il y aura des différences, parce que la réalité de ces secteurs est différente, parce que l'intelligence, les contraintes, la compétition internationale sont différentes, parce qu'aussi les âges de la vie peuvent être différents et peuvent requérir plus de souplesse. Mais la clé de notre révolution, pour réussir face au numérique, c'est la formation tout au long de la vie. Parce que vous allez vous retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans des tas de secteurs, à avoir des centaines de milliers d'emplois qui seront profondément bousculés, voire supprimés. Si on en reste avec notre organisation actuelle, nos concitoyens, ils tomberont au chômage. Puis on leur dira, attendez, on va vous mettre la pression, vous devez retrouver de l'emploi. Si on ne les forme pas à aller vers un autre secteur, si on ne forme pas, par exemple, le chargé de clientèle du secteur bancaire, qui va se retrouver profondément bousculé par l'arrivée de robots, d'algorithmes, de logiciels qui le remplacent. Le fait que vous-même, vous consommez vos services bancaires différemment. Vous allez sans doute sur Internet, sur votre portable ou autre. Eh bien, si vous le laissez là, il sera au chômage de longue durée. Donc, vous devez le reformer pour aller vers d'autres secteurs en développement. Ça veut dire, je le dis très simplement, mais c'est une révolution mentale, organisationnelle de représentation. Nous ne sommes plus dans un monde où à 20 ans ou 25 ans, vous êtes formé pour toute votre vie. Et donc, ça fait partie des propositions très concrètes. Justement, ça pose des problèmes sociaux, de chômage, de maladie, Pascal Jalabert. Oui, moi je reviens, là, vous venez de dire, en France, les dividendes sont trop taxés. Hier, vous avez annoncé qu'il fallait baisser les charges salariales. Donc, si on ne crée pas une nouvelle TVA, si on détaxe les dividendes, si on baisse les charges salariales, comment va-t-on financer le système de protection sociale? Maladie, le chômage. Maladie et chômage. La maladie, je ne touche en rien à son financement. Je touche en général et je préserve de manière absolue ses prestations. C'est mon grand désaccord avec
François Fillon. Donc tous les remboursements, vous les gardez? Je garde tous les remboursements de soins et je garde l'architecture de notre système de santé. J'ai 2 priorités dans le système de santé. La réforme de l'hôpital, sur laquelle je reviendrai sur le plan organisationnel, mais qui aujourd'hui et dans tout le quinquennat prochain ne passera pas par une réduction au-delà de la stratégie de ce qu'on appelle l'ONDAM, parce que c'est une vraie transformation organisationnelle dans un hôpital qui souffre beaucoup. Et là, quand j'entends ce que j'entends sur les fonctionnaires de santé, en particulier les infirmières ou les aides-soignantes, je considère que c'est scandaleux. Parce que quand on veut faire travailler les infirmières, par exemple, passer 35 heures à 39 heures, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la réalité des infirmières dans ce pays. La plupart du temps, c'est pas 35 heures qu'elles travaillent. C'est 40, 45 parce qu'elles ont généralement des emplois en plus pour pouvoir finir la fin du mois. Je ferme la parenthèse. Et l'autre priorité en matière de santé, c'est la prévention. On a un bon système de santé, de soins en France, c'est-à-dire qu'on est bon sur les maladies qui se soignent, on prévient mal. Et on est moins bon que les Anglais ou les Espagnols. Si on dérembourse des soins, comme le propose François Fillon, massivement, en les transférant au secteur privé, on fait 2 fautes. Je dis bien 2 fautes graves. La première, c'est une faute en termes de justice sociale. C'est qu'on renvoie au risque privé, au secteur privé, la possibilité de se couvrir. Les sacrifiés, ce seront les classes moyennes. Parce que les classes les plus populaires, elles ont la couverture maladie universelle, la couverture maladie complémentaire. Les plus fortunés d'entre nous, ils ont la possibilité de se couvrir. Les classes moyennes, qui aujourd'hui déjà financent l'essentiel du risque social en France, eh bien, c'est elles qui auront la moins de possibilités d'aller vers une complémentaire, de mieux couvrir ces petits risques. Donc, c'est injuste. La deuxième chose, c'est que c'est inefficace. Pourquoi ? Parce que ça conduira à des comportements qui font qu'on n'ira plus se soigner sur les petits soins. Et c'est ça qui nous conduira plus rapidement vers les maladies plus graves. Donc c'est encore moins bon pour la prévention que j'appelle de mes voeux. Donc alors, ça c'est pour dire. Sur le financement. Alors attendez, ça c'est pour dire sur la santé, je ne fais pas d'économie. Et sur le chômage, je fais une transformation organisationnelle qui va avec ce que je disais sur la formation. C'est que je dis c'est un risque social, c'est l'État qui en reprend le pilotage avec les partenaires sociaux, mais ils ne le laissent pas à leurs mains, et qui ensuite permet justement un pilotage beaucoup plus clair en droit et responsabilité. C'est un risque social, ça n'est plus une assurance qui est couverte par les individus, et donc je couvre tous les risques, donc j'égalise les droits entre les différents Français, c'est-à-dire quelqu'un qui est entrepreneur, qui est à son compte, un commerçant, un artisan, qui demain perd son commerce, il n'a pas de chômage aujourd'hui en France. Il en a. Après 5 ans d'activité, idem pour un démissionnaire. Mais il en a avec un système de droits et devoirs dont l'État est le garant, qui fait que s'il ne prend pas un emploi qui correspond à ses formations et à ses capacités, il perd cette indemnisation. Donc c'est financé par l'impôt. C'est financé par l'impôt. Et j'y viens. Là, je suis sur le mécanisme, je viens sur le financement. Et de l'autre côté, s'il n'a plus de formation, je lui assure une formation, comme je viens de l'évoquer, qui peut être une formation d'1, 2 ou 3 ans pour ne pas le laisser dans le chômage de longue durée. En termes de financement, financé par l'impôt. Sur la maladie, je poursuis, je parachève l'évolution commencée dès Michel Rocard, d'ailleurs, à la fin des années 80, c'est-à-dire celle qui consiste à transférer des cotisations vers la fiscalité. Et donc, je supprime ce qu'il reste du côté salarié de cotisation maladie vers l'impôt. C'est ça qui est une partie de la baisse des charges. De l'autre côté, je supprime les cotisations salariales chômage, donc payées à l'UNEDIC, chez tous les salariés, et l'équivalent chez les fonctionnaires et les indépendants, pour que ça touche tout le monde. C'est ce qui fait qu'en effet, j'augmente pour tous les Français et toutes les Françaises le salaire net. Pourquoi ? En augmentant la CSG. J'augmente le salaire net. Je vais venir ensuite sur la CSG, parce qu'il faut être très clair. Ça veut dire que je baisse les charges salariales, ça veut dire que pour toutes les Françaises et les Français, le travail paiera davantage. Et substantiellement. J'enlève un peu plus de 3,1 points de cotisation. Et je le supprime totalement donc sur maladie, chômage. Ça, c'est la vraie transformation. C'est ce qui permet d'accroître l'écart entre les revenus de remplacement et les revenus du travail. C'est très important parce que, je l'ai dit, je veux être le président du travail. Je crois à cette valeur, je crois à ce qu'elle représente. Je veux que ce soit donc mieux reconnu. Et de l'autre côté, j'augmente la CSG d'1,7 point en préservant de cette augmentation les retraites les plus modestes. 40% des retraités ne seront pas touchés. Et je garantis tout au long de ce quinquennat le pouvoir d'achat de ces retraités.
ça veut dire, pour tout ce qui les touche, contrairement aux 2 quinquennats précédents, une vraie garantie. Les petites retraites ont trop contribué à l'effort national. Et je préserve les chômeurs de cet effort. Ce qui veut dire que qui contribuera à ce financement par l'impôt de la protection sociale? Les revenus du capital, les salariés. Quel pourquoi capital Vous dites que les dividendes sont trop taxés. Mais non, je dis les dividendes. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les dividendes, on les a sortis d'un prélèvement libératoire pour les mettre à l'impôt sur le revenu. Exact. Je propose un système de retour à un dividende, à un prélèvement libératoire simplifié. J'y reviendrai dans les prochaines semaines. C'est un peu technique, tout ça. Mais oui, mais ces messieurs m'emmènent sur la technique, mais c'est la technique qui touche nos concitoyens. Contribué par la TVA sociale, Mais les parce produits que- importés qui parce que détruisent des emplois en France. Je maintiens la TVA sociale qui a été décidée, je la maintiens, mais la TVA sociale est une bonne mesure pour remplacer les cotisations patronales. Si vous remplacez les cotisations salariales par la TVA sociale, c'est très injuste, parce que ça n'est pas redistributif. Donc je le dis bien, j'augmente la CSG, mais je l'augmente beaucoup moins que ces allègements de charges. J'en préserve 40% des retraités et tous les chômeurs, ce qui veut dire que pour un couple qui est au SMIC, le gain de pouvoir, pour un couple qui est au SMIC, le gain de pouvoir d'achat net par an est de 500 €. Très bien. Le gain de pouvoir d'achat net, compte étant tenu de la hausse de CSG qui va en parallèle de cette baisse de Emmanuel charges. Macron. Donc c'est bon pour tous les travailleurs de ce pays. Les questions techniques, même si elles sont très importantes et qu'elles ont un atterrissage dans la vie quotidienne des gens, vous venez de l'expliquer. Vous souhaitez repenser la géographie de nos villes, c'est votre mot. Vous voulez marquer les choses sur la thématique des territoires, ne pas être réduit à l'aspect libéral au fond de votre projet. Donc on va tout de suite écouter la maire d'Aubé dans le Gard, qui vous interroge sur la nouvelle organisation territoriale, et c'est notre partenaire de TNT TV Sud, la télévision locale du coin, qui l'a rencontrée et elle vous interroge. Bonjour Monsieur Macron, je suis Pilar Chalessin, maire de la commune de Aubé, située dans le Gard, qui a 2600 habitants. Et je suis aussi présidente de l'association départementale des maires du Gard. Les communes aujourd'hui souffrent de la loi NOTRe, cette loi qui vise à déposséder les communes de nombreuses compétences. Et il y a aussi le statut d'élu, l'élu de proximité qu'est le maire. Si vous êtes élu président, comptez-vous revoir ces 2 points? Alors, vous réagissez, oui. Et ensuite Michel Urvois prend la main. La loi NOTRe n'enlève pas de compétences au maire. Au contraire, elle reconnaît pour les communes, pour les communes, la seule compétence générale. Elle spécialise ensuite les autres niveaux de collectivité. Par contre, elle incite les communes à se regrouper en intercommunalité. Je suis favorable à ce mouvement parce que c'est beaucoup plus cohérent, ça permet d'organiser le territoire. Je le développe d'ailleurs dans le livre Révolution, parce qu'on a besoin d'avoir des territoires plus intelligents, plus mobiles, avec des vraies dynamiques économiques qui sont accompagnées par des dynamiques politiques. Donc c'est une bonne chose que les communes se regroupent dans des intercommunalités qui ont plus de sens. De l'autre côté, il ne faut pas pour autant nier l'identité qu'ont ces communes. Et je ne suis pas pour les supprimer, mais il faut avec beaucoup de pragmatisme leur permettre de regrouper davantage de services, de mutualiser et d'avoir une intercommunalité, des formes d'intercommunalité qui permettent une vraie réduction des coûts de fonctionnement. Nos collectivités locales, ce sont des acteurs essentiels de la vie économique, de la vie sociale, de l'organisation de nos territoires. Alors, avec, je le rappelle, on a 600 000 élus en France. Ils sont dans tous ces territoires. Les 2/3, ce sont des femmes et des hommes qui donnent leur temps de manière bénévole. Donc, Madame le maire a raison. Ça, il faut le reconnaître, il faut le maintenir. Et ce sont des acteurs de la proximité économique et sociale. Donc ça, je veux le maintenir, mais tout en étant rationnel. Première question, est-ce que vous gardez la réforme territoriale actuelle, la carte du découpage des régions? Je vais vous dire oui. Je ne suis pas un grand fanat de cette réforme parce que je pense qu'elle a créé des régions qui sont très lointaines 13 régions nouvelles, du territoire. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas tricoter et détricoter. Regardez, beaucoup de ces régions sont en train de s'organiser. On a perdu du temps sur beaucoup de projets. Je suis pour qu'on avance. Dans la répartition des compétences, que doit faire l'État, que doivent faire les régions? Alors une chose sur cette carte, ce qui est fondamental surtout, c'est que je souhaite qu'on ait des organisations multiples selon le territoire. Je suis favorable à un modèle où, dans les départements qui sont les plus urbanisés, les plus peuplés, les plus structurés par des métropoles, on puisse progressivement supprimer le département. C'est un gain d'efficacité, ce sont des vraies économies, et c'est ça la logique territoriale. De l'autre côté, dans les départements plus ruraux,
Je souhaite qu'on préserve le département parce que c'est un acteur qui structure le territoire et des intercommunalités plus petites. Qu'est-ce que vous mettez comme instrument nouveau en place pour combattre ces zones dites périphériques, qu'elles soient urbaines ou rurales, et qui se sentent abandonnées et qui d'ailleurs votent Front National? Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est l'un des combats à conduire. Premièrement, avoir une politique pragmatique sur les infrastructures. Beaucoup de ces zones dites périphériques, qu'elles soient d'ailleurs en effet périurbaines, rurales ou très rurales, elles ont un problème d'accès au centre justement d'activité qui est le plus proche, ou pour attirer aussi de l'activité. Et bien souvent, c'est des entrepreneurs du quotidien, que ce soit des élus ou des entrepreneurs eux-mêmes, qui transforment ça et qui arrivent à le compenser. J'étais il y a quelques mois à Biars-sur-Cèze dans le Lot. S'il n'y avait pas un entrepreneur de génie, Andros ne se serait pas installé là. Hein. Et il faut le remercier tous les jours. Bon. Pour faire ça, il faut avoir, non pas promettre des grands programmes d'infrastructures comme on l'a fait dans le passé à 300 milliards qu'on ne sait pas financer, mais regardez pour justement toutes ces villes moyennes, villes intermédiaires et territoires ruraux, quels sont les axes de priorité dont ils ont besoin pour les ramener à la métropole ou la zone d'activité la plus proche. Faire cette cartographie des besoins avec les territoires et avoir un plan quinquennal d'infrastructures qui est un plan raisonnable, qu'on sait financer, mais qui sont les infrastructures prioritaires. On n'a plus besoin d'éléphants blancs ou de grandes promesses. Deuxième chose... Emmanuel Macron, le haut débit partout, c'est pour quand? Parce que cette numérisation va aggraver encore la fracture territoriale. Elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Alors vous savez, je me suis beaucoup battu comme ministre. J'ai fait passer des modifications législatives majeures pour aller en ce sens. Ça ne va pas assez vite. Alors il est évident que comme les choses avancent très vite, les territoires qui sont les plus reculés, pour eux, c'est insupportable. Alors, on a changé les choses pour améliorer la couverture. À la fin de cette année, il y aura tous les centres-bourgs seront couverts. Bon, ça fait des années qu'on l'attendait, ce sera fait. Après, quand on couvre le centre-bourg, nos concitoyens qui nous écoutent savent qu'on peut se trouver à 500 mètres du centre-bourg, et c'est incompréhensible pour nombre d'entre eux, que ce soit des ménages ou des entreprises, et ils se disent « moi je ne capte pas, je ne suis pas couvert ». Donc là, nouvelle contrainte législative que j'avais portée, c'est de donner la possibilité d'avoir des zones prioritaires et de redévelopper des antennes relais. Maintenant, je serai simple, je veux sur ce sujet donner une date limite à tous les opérateurs de télécom, que depuis des années on presse, dont on a accru les compétences. Pour dire l'État se substituera à eux si, dans les 2 ans qui suivent, mai 2017, ils n'ont pas déployé partout au bon rythme, que ce soit la fibre, ou le cellulaire. Parce que, je vous le dis, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est un frein à la vie normale, c'est un frein au télétravail, parce que beaucoup de ces territoires ont la possibilité de redémarrer avec le télétravail, c'est un frein au développement d'une activité économique normale, et donc c'est une véritable... une inégalité entre citoyens. Mais c'est une véritable inégalité, c'est la pire des inégalités, comme toutes les autres que j'évoquais, c'est l'inégalité d'accès. Il y a toujours des gens qui réussiront mieux que d'autres, mais quand on n'a pas les mêmes chances de réussir, c'est insupportable. Michel Urvoas, puis Pascal Jalabert. Qui est garant de cette organisation, de ces efforts dont vous parlez, ou est-ce que vous transférez, est-ce que vous décongestionnez les moyens au profit des collectivités? Je suis favorable à un vrai transfert, à un double transfert de compétences. Le premier, au sein de l'État, je suis favorable à une vraie déconcentration. Et beaucoup de nos collectivités l'appellent. Ça veut dire avoir des décideurs publics de terrain qui ont plus de possibilités de trancher. Sur quel champ? Ça veut dire une vraie autonomie des universités, complète. Ça veut dire une autonomie au niveau de l'école, qui soit là aussi, sur le plan pédagogique, beaucoup plus radical. La formation de la collectivité professionnelle. Pédagogique. Ça veut dire sur la formation professionnelle de clarifier les compétences et en effet d'accroître l'autonomie, mais avec un État qui pilote les besoins et qui pilote l'équation politique d'ensemble. Je reviendrai sur ce point, vous verrez. Ça veut dire une autonomie supérieure aussi des fonctionnaires de santé, d'hygiène et de sécurité qui, sur le terrain, doivent appliquer avec intelligence la norme. Vous avez des tas d'exemples sur vos territoires de fonctionnaires qui sont obligés d'appliquer de manière un peu mécanique la norme alors que ça ne correspond pas à la réalité du terrain ou qui attendent 6 mois, 8 mois l'autorisation de Paris. Ça, c'est le vrai phénomène de déconcentration, il est fondamental. En même temps, je suis favorable à une nouvelle vague de décentralisation. Sur les fonctionnaires, justement, ils ont disparu des territoires. On voit les postes fermés, on voit des administrations fermées. Monsieur Fillon veut en supprimer 500 000. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je garde les effectifs, j'en garde partout sur les territoires. Comment faites-vous? Je modernise, je réforme l'État. On n'utilise plus cette formule, là aussi depuis Michel Rocard. Je suis totalement opposé à un plan de réduction de 500 000 fonctionnaires.
Combien? C'est de la démagogie. Mais il n'y a aucune entreprise qui raisonne comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, oui, faire des économies de fonctionnement, améliorer les choses. En donnant des responsabilités à des managers de terrain avec des objectifs d'économie. Et c'est à eux de vous faire remonter dans un dialogue de gestion les économies qu'ils peuvent faire. 2, on doit en même temps investir justement sur les technologies, en particulier le numérique, parce que c'est ce qui vous permet derrière de faire des économies de fonctionnement. Passer à la suite. Et 3, laisser la fonction publique encourager là à innover, à expérimenter. Ne prenons pas les fonctionnaires pour des mineurs, pour des imbéciles. Ne les méprisons pas en disant on va en couper 500 000. Ça veut dire qu'on ne renouvelle pas un seul fonctionnaire qui part à la retraite. C'est incompatible avec les objectifs de sécurité, d'éducation, etc. Merci Hervé Favre de La Voix du Nord, Michel Urvois de Ouest France et Pascal Jalabert du groupe EBRA. Merci à vous d'avoir été les intervieweurs d'Emmanuel Macron dans cette première partie de la matinale. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'Info Télé. Vous le regardez avec nous, Emmanuel Macron. Nouvelle candidature à l'élection présidentielle, celle de Michel Alliot-Marie qui a refusé de participer à la primaire à droite. J'entendais une radio ce matin. On va venir voir le Valls. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Il y avait même une dame qui disait « Il faut qu'il sourie ». Je souris donc avec vous tous. Moi, je m'occupe de mon projet pour le pays, du projet qu'on veut porter pour le pays, au-delà des clivages qui pour partie sont artificiels ou des chicayas de clans qui ne m'intéressent pas. C'est une belle casserole, monsieur Valls? Vous allez voir, je vais vous la mettre sur la tête. J'assumerai toujours évidemment les réformes que nous avons engagées. Mais aujourd'hui, je ne suis plus Premier ministre. Je suis candidat à la présidence de la République. Je suis libre. Je n'ai pas parlé de votre bilan parce que ça me déprimerait trop. Vous n'avez pas fait que des sottises, mais vous en avez fait un paquet. Bon. Un rire crispé, une gêne vraisemblable, mais Manuel Valls encaisse. Vous allez l'assumer totalement, ce bilan? Je vous adore. Faites une seule primaire avec les trois. Voilà. Mais la primaire... C'est à vous de les convaincre. Arrêtez de jouer comme des gamins dans une cour de récré. Pourquoi le changement n'est pas venu? Parce que l'État a été trop faible avec les forts et trop dur avec les faibles. Tout seul, vous êtes foutus. Vous n'avez aucune chance de passer au deuxième tour. Comme on dit dans mon pays, il faut qu'on se cause. Donc quand vous serez président de la République, il sera Premier ministre? Je vais réfléchir. Au lieu de m'engueuler à moi, allez l'engueuler. Non, mais ça me fait du bien de vous faire engueuler. Non, j'aime bien me faire engueuler. Allez, plein de courage à vous. J'écrirai à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron pour leur proposer de rejoindre la primaire. Les mêmes qui aujourd'hui me demandent d'aller à cette primaire, Monsieur Cambadélis par exemple. Vous êtes un peureux, dit-il. Oui, mais il a raison. Si j'étais un peureux, j'aurais pas quitté le gouvernement, j'aurais pas décidé. À l'époque, on me disait que j'étais fou. Je ne désespère pas de le convaincre. Et maintenant qu'en effet, ce rassemblement de progressistes que nous avons construit commence à leur faire peur, il faudrait qu'on aille se perdre dans les chicayas de la primaire du Parti Socialiste. On dit que vous êtes derrière la candidature de Vincent Payon. Non mais c'est ce qui se dit, vous le savez. Puisque je suis chez vous, je veux démentir ce genre de propos. Parce que absolument, ils abaissent la politique. La décision vient de tomber. Pour Jérôme Cahuzac, 5 ans d'inéligibilité, mais surtout 3 ans de prison ferme. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire, c'est une décision de justice. Jérôme Cahuzac, en mentant devant le Parlement sur le fait qu'il avait un compte en Suisse, a commis une faute qui justifiait aux yeux de la justice une peine lourde. La justice est passée. J'ai pas de réaction particulière, juste qu'il ne les fera pas, grâce à Madame Taubira peut-être. Je crois qu'on doit s'interroger sur la relation qui était celle du président de la République aux Français. C'est sans doute injuste, les reproches qui lui sont faits, mais cette relation était à ce point dégradée que beaucoup ont ressenti ça comme une délivrance. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, et c'est Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info, sur Public Sénat, avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Vous serez interrogé à mes côtés ce matin dans cette partie-là par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et par Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour, Michael. Emmanuel Macron, vous avez entendu Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste hier. Il souhaite que vous participiez à la primaire. Il vous a écrit, je crois que vous avez déjà reçu la lettre, vous m'avez dit tout à l'heure, oui. Et il s'adresse à vous, on l'écoute. Je demanderai que nous organisions un débat entre Jean-Luc Mélenchon
Emmanuel Macron et moi-même, devant l'opinion de gauche, pour échanger les arguments sur leur participation ou pas à la primaire. Ceci ne peut pas se faire en catimini à travers des débats médiatiques, mais ce débat essentiel pour le rassemblement de la gauche doit se faire devant l'opinion de gauche. Et donc je lance un appel à ce qu'ils rejoignent la primaire et à ce qu'il y ait un débat public sur cette question entre nous trois. Emmanuel Macron. Oh, écoutez, moi j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Et c'est un peu ridicule. Moi j'ai autre chose à faire que tous les jours avoir une chronique sur le... Vous avez reçu la lettre, hein, quand même. Mais oui. Il y avait un petit mot à la main, gentil à la fin? Non, je crois pas, parce que je l'ai vu, ça a été donné à des journalistes. Donc vous voyez, vous l'avez dans les mains. Bon, voilà. On peut la reprendre, si vous voulez. Mais écoutez, c'est ridicule. Donc pas de débat. Mais non, mais c'est ridicule. Le débat que les Français attendent, c'est un débat sur le pays, sur les défis du pays, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer. Le débat qui intéresse les Français, c'est un débat sur leur quotidien. Mais vous ne croyez pas quand même que les Français... Non, mais les Français qui ont envie de voter pour vous... Ça, c'est de la mascarade. Oui, mais attendez, est-ce que vous ne croyez pas que les électeurs ont aussi envie de voir des gens à gauche qui se parlent? Cambadélis avec vous, vous avec Manuel Valls. J'ai constamment... Vous n'avez pas un peu cours de récréation? Mais Mais attendez... J'ai constamment discuté à visage découvert, j'ai toujours fait tous les débats. On ne va pas faire un débat public sur la primaire. Là, il y a des gens qui ont vraiment envie de débattre sur tout et n'importe quoi. Il y a quelques mois, j'étais ministre. Le même monsieur Cambadélis disait que j'étais un ministre d'ouverture. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. À l'époque, je ne l'arrangeais pas. Et maintenant, parce que nous avons justement refondé l'offre politique française, il faudrait créer un débat sur des choses qui deviennent complètement artificielles. Vous l'avez entendu, il vous renvoie le mistigris de la division. Mais bien sûr, parce que vous êtes celui qui va enterrer la primaire? Écoutez, je ne suis pas celui qui les crée. Je ne suis pas celui qui en ait décidé le périmètre. Oui. C'est M. Cambadélis. Hier, vous aviez plusieurs candidats qui voulaient aller à sa primaire, il les en a empêchés. Bon, donc c'est quand même étrange. Et je ne suis pas celui qui en a fixé la date. Cette primaire n'a pas le bon périmètre, elle n'a pas le bon calendrier, elle n'a pas les bonnes modalités. Donc, que ces messieurs-dames prennent leurs responsabilités devant le pays. Vous n'avez plus rien à voir avec eux? Moi, j'ai pris les miennes. J'ai pris les miennes en avril dernier, avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent, pour créer une nouvelle offre politique. Je m'en suis expliqué plusieurs fois. Pourquoi? Pour le pays. Et j'ai pris mes responsabilités en quittant le gouvernement. J'ai pris mes responsabilités en étant candidat à la présidence de la République. Et j'ai pris mes responsabilités en répondant aussi à un appel de centaines de milliers, de millions de nos concitoyens qui n'en peuvent plus de cette vie politique. Est-ce que vous prendrez, au lendemain de la primaire, est-ce que vous tendrez la main au vainqueur de la primaire? Mais qui aujourd'hui est En Marche? Qu'est-ce que c'est qu'En Marche? Qu'est-ce que c'est que l'offre politique que je porte? C'est une offre progressiste qui réunit des femmes et des hommes de gauche, du centre, de la droite, de la société civile. Donc vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste? Mais je ne suis pas au Parti socialiste. Je m'honore d'avoir des militants du Parti socialiste qui sont chez moi. Je m'honore d'avoir des femmes et des hommes de gauche qui sont en effet avec nous et qui portent mon projet, mais je ne m'inscris pas dans la dynamique de la primaire du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Christophe Cambadélis quand en filigrane il vous accuse de diviser la gauche? Bon, vous venez de répondre. Je lui dis qu'il assume. Je lui dis qu'il assume la gauche d'être au deuxième tour. Je lui dis qu'il regarde de manière objective les sondages. Cela fait 2 ans qu'aucun candidat de gauche, quel qu'il soit, sortez-moi du jeu, n'est présent au second tour de la présidentielle. Et je dis maintenant à toutes ces femmes et ces hommes, moi j'ai pris mes responsabilités. Avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent, qu'ils prennent les leurs. Mais qu'ils ne me mettent pas sur le dos leur division, sur votre façon de faire politique. Hier, dans une émission, vous avez dit que vous avez été un candidat, mais une personne qui a travaillé, et en politique, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que, prenons au hasard, Manuel Valls, c'est un apparatchik? Mais je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai déjà dit, je crois à la bienveillance en politique. Par contre... Qu'est-ce qui vous différencie? J'assume, j'insiste sur ce point. C'est très important d'avoir dans la vie politique des femmes et des hommes qui ont un travail, qui ont à un moment croisé... Vous n'êtes pas un professionnel. Mais je ne crois pas à la profession de politique. Je pense même que c'est une mauvaise chose. Je pense que la liberté de prendre des risques, de décider, de comprendre la vie de nos concitoyens
elle passe par le fait de ne pas être un professionnel de la politique. C'était le cas quand vous étiez banquier, c'était le cas? J'ai été fonctionnaire, j'ai été banquier, je peux vous dire, ça sert tous les jours. Parce que quand vous parlez d'économie, quand on l'a fait tout à l'heure, parce que quand vous parlez de ce qu'est le fonctionnement de l'État, comme on l'a fait ensuite, et de la fonction publique, avoir été dans le secteur privé pour une partie de cette discussion, ou avoir été dans la fonction publique pour l'autre, ça vous sert. Emmanuel Macron, vous avez été aussi le conseiller économique de François Hollande. Alors, pour que les Français comprennent bien, est-ce que ça veut dire que vous allez continuer sa politique si vous êtes élu? Vous nous faites des propositions là, bien sûr. Non, vous l'avez bien vu. Vous êtes dans la même philosophie. Vous l'avez conseillé quand même, vous êtes comptable de son bilan. Non, pardon de vous le dire. Je l'ai conseillé, donc j'assume tous les conseils que j'ai donnés, je l'ai déjà dit. Mais quand vous êtes un conseiller, vous n'êtes pas un responsable politique. Et vous ne suivrez pas la même comptable. politique. C'est ça qui est important de savoir. Et donc, secrétaire général adjoint de l'Élysée quand même. Oui. Mais j'ai été, un rôle important dans le dispositif de l'Élysée. Débiteur politiquement de tout ce que j'ai fait en tant que ministre. Vous l'avez déjà dit. Simplement sur la ligne que vous Madame allez... me repose la question. Je veux la préciser. Mais sur la ligne que vous allez suivre. Imaginez la suite surtout. Mais c'est très important de faire ce distinguo. Ensuite, la politique économique que je mène, elle est, parce qu'il y a eu plusieurs politiques économiques de ce quinquennat, plus tranchée, elle est plus claire, et elle consiste à faire rentrer la France dans le 21e siècle, c'est-à-dire, sur le plan économique et social, à assumer une flexibilité en matière de droit du travail pour répondre au choc qu'il y a en matière économique, on l'a dit tout à l'heure. Elle relève aussi d'une politique, donc d'un vrai réalisme économique et social de ce point de vue-là, et de nouvelles protections individuelles avec une transformation de la formation professionnelle. Véronique Jacquier. Dans la première partie de Territoire d'Info, vous avez expliqué ce qui serait pour vous finalement une forme de CSG social. Vous avez même donné le point de 1,7 point d'augmentation, le taux. Vous avez aussi évoqué une TVA sociale. Ça veut dire qu'avec un Emmanuel Macron président, on a une TVA sociale, finalement une forme de CSG social? Pas du tout. La TVA sociale a été faite durant ce quinquennat. Je la maintiens. Votre collègue me disait pourquoi vous ne passez pas par la TVA pour financer la baisse des cotisations salariales. Parce que de manière très simple et très claire, ça n'est pas juste pour la cotisation salariale de financer par la TVA. Pour la cotisation patronale, c'est à mes yeux tout à fait adapté et je l'assume. Donc ce que je dis, c'est que pour la politique de compétitivité de notre pays, je maintiens la TVA sociale, puisque la TVA a été augmentée pour financer ces allègements durant ce quinquennat. Par contre, je l'ai annoncé hier, je prends une décision qui est de transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges pérenne, c'est-à-dire durable, claire et transférable sur toutes les catégories d'entreprises, puisqu'il y a certains entrepreneurs qui ne bénéficient pas du CICE en raison de ces caractéristiques. Emmanuel Macron est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Dans l'actualité, Jérôme Cahuzac, condamné à 3 ans ferme de prison du jamais vu dans les annales judiciaires. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est mérité? Oh, je ne suis pas là pour faire le travail des juges. Et quand vous êtes un responsable politique, vous ne commentez pas une décision. Vous l'avez bien connu dans la campagne de François Hollande, puis après comme secrétaire général adjoint. Oui. Je ne le vois plus depuis sa démission. Je ne l'ai pas vu depuis sa démission. Comme citoyen, vous avez quand même une opinion sur ce qui se passe. Mais j'ai une opinion comme citoyen, mais quand vous êtes un responsable politique, vous n'êtes pas là pour donner vos opinions. Et je dis simplement, on ne commande pas une décision de justice. Mais symboliquement, 3 ans ferme, c'est beaucoup, c'est exagéré ou c'est normal? Si je vous dis que je ne commande pas une décision de justice, c'est que je ne vais pas la commenter. Alors dans l'actualité, selon Mediapart, 2 joueurs du Paris Saint-Germain auraient perçu une partie de leurs revenus dans des paradis fiscaux. Vous avez été ministre de l'économie. Est-ce que vous aviez eu vent de ces informations? Non, parce que quand vous êtes ministre de l'économie, vous ne vous occupez pas des impôts. C'est le ministre des Finances. C'était Michel Sapin pendant que j'étais là. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir même accès à ces informations, ne partageant rien du secret fiscal. Est-ce que ces joueurs doivent être sanctionnés? Mais là aussi, il y a une procédure 6 qui est révélée s'avère juste. Il est évident que comme pour tout concitoyen français, pour tout contribuable, il doit faire l'objet d'une procédure, il doit faire l'objet éventuellement d'un jugement et d'une sanction. La pollution de l'air, résultat mitigé pour la circulation alternée. Est-ce que vous êtes pour une véritable fiscalité écologique? Oui, je suis pour une convergence fiscale avec une visibilité, pas pour donner des à-coups, mais je suis pour une fiscalité écologique véritable, une fiscalité elle se traduirait comment? Sur les pollutions. Je suis pour 2 choses. D'abord, la convergence fiscale sur le quinquennat à venir entre le diesel et l'essence.
Nous avons historiquement avantagé le diesel, nous savons les résultats que ça a en termes d'émissions. Pour autant, il ne faut pas stigmatiser, d'une part, nos concitoyens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule et qui roulent dans le vieux diesel, qui est le cœur du problème. C'est le vieux parc. Vous n'êtes pas contre le diesel, il n'y a pas de suppression du diesel. Je suis en train de vous le dire. On ne va pas supprimer le diesel dans notre pays, on le supprime dans aucun pays. Mais je dis, il ne faut ni stigmatiser nos concitoyens les plus modestes qui roulent avec un parc diesel usé, et d'autre part, celles et ceux qui travaillent dans ce secteur. Je pense aux usines de Trémery ou d'ailleurs qui sont très impliquées, de Rodez, dans l'usine Bosch, qui travaille sur ces technologies, lesquelles d'ailleurs ont fait l'objet ces dernières années d'une vraie amélioration technologique. Par contre, je pense que compte tenu de la transformation industrielle en cours, compte tenu des objectifs de santé publique, nous devons accélérer la réduction de l'avantage qui est donné au diesel pour justement permettre d'accélérer cette transition, mais en donnant de la visibilité à tout le monde, en respectant tout le monde. Donc c'est pas de fiscalité écologique punitive. Une vraie fiscalité écologique qui permet cette convergence, qui permet d'inciter les comportements et qui se fait dans le temps avec de la visibilité. Moi, vous savez, je suis favorable, non pas aux effets d'annonce et aux à-coups, mais à ce qu'on explique le problème, comme on fait depuis le début de cette émission, à tous nos concitoyens. Vous reconnaissez que vous avez eu du temps. Mais je le reconnais, c'est pour ça que je suis là. Et qu'on se donne un cap, une visibilité, mais qu'on ait de la constance. Notre pays, il a trop d'à-coups et pas assez de constance. Vous avez une minute et demie. Si vous êtes élu en 2017, comment est-ce que vous remettez la France au cœur des résolutions du conflit syrien? La France a pris ses responsabilités sur ce sujet tôt, mais a été abandonnée par plusieurs de ses partenaires et s'est trouvée piégée dans des jeux d'alliance qui lui échappent. La priorité aujourd'hui, j'en appelle et j'ai entendu le changement russe, comme vous, entre hier et aujourd'hui. La priorité humanitaire, et je fais ici cet appel solennel, c'est Alep. L'un des pires drames humanitaires de notre siècle, c'est ce qui se passe à Alep et que nous n'avons pas pu arrêter suffisamment. Et là, Bachar el-Assad est en train de se remettre en selle avec la chute d'Alep. Ça devient un interlocuteur obligatoire. Vous êtes élu en 2017, vous parlez à Bachar el-Assad? Je parle en particulier à la Russie pour trouver un accord. Je parle dans le cadre d'une discussion onusienne qui est absolument fondamentale. J'étais il y a quelques jours aux Nations Unies, j'ai vu le prochain secrétaire général, nous avons discuté avec justement beaucoup de détails de ce point. Discussion avec la Russie, sans complaisance. Et je n'achète pas les arguments de celles et ceux qui sont fascinés par M. Poutine. Mais en même temps, il faut être réaliste. François Fillon. Mais en même temps, il faut être réaliste. Dans le cadre de l'ONU, je veux un mandat de l'ONU pour une intervention humanitaire sur Alep et toutes les autres zones. Et je pense que la France ne doit plus faire de la destruction de Bachar el-Assad un préalable à tout. Le préalable à tout, ce sont deux choses. Le secours humanitaire à tous les civils sur place et la destruction de l'islamisme terroriste, Daesh, Al-Nosra, sur le territoire. Et la construction d'une transition politique pérenne, crédible sur le territoire syrien, en lien avec nos partenaires, en lien immanquablement avec la Russie, sous l'égide de l'ONU. Emmanuel Macron, une dernière question un peu personnelle. Est-ce que vous avez échangé avec François Hollande récemment ? Comme vous l'avez dit, c'est une question personnelle. Et je fais partie des responsables politiques qui considèrent que les questions personnelles un signe de sa part sont personnelles. Vous espérez un signe de sa part ? Je pense que le président de la République a pris une décision, je l'ai dit, grave, courageuse, responsable. Parce qu'il considérait que sa fonction, c'était de présider le pays. Oui. Et de le présider jusqu'au bout. Mais à votre égard, vous, personnellement. Non, mais de le présider jusqu'au bout. Donc je pense que le président de la République considère qu'il n'a pas de signe politique à donner dans le cadre de ces élections jusqu'au bout. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. On est de vos promesses de parrainage. On passe au débrief. S'il vous plaît, Véronique Jacquet. Je n'ai pas de décompte aujourd'hui, je l'ai lancé hier. Les élus avec Macron, j'appelle tous les élus qui nous écoutent à me parrainer. Mais je ferai en temps voulu le point sur celle-ci. Je ne ferai pas de faux suspense, mais je n'ai pas non plus de fausses annonces. C'est Emmanuel Macron qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Il reste avec nous sur ce plateau. On va passer au débrief et à l'analyse de vos propos par d'autres éditorialistes qui arrivent dans un instant. Merci Emmanuel Macron, vous êtes notre invité, vous restez sur ce plateau et vous allez
peut-être parfois entendre des choses qui vous plaisent pas vraiment. C'est l'objet de cette... À ce moment-là, j'interviens. Voilà, oui, vous pourrez, mais pas tout de suite. Vous les laissez parler. C'est l'objet de cette séquence. J'accueille Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Bonjour, et j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capitale, une ville qui vous est chère. Exact. Et c'est exact. Alors, Raphaël Fossoul, on va détendre un peu. Non, ce qui est assez convaincant dans le diagnostic qu'il porte, c'est qu'il regarde les choses un peu à long terme, on regarde à 20 ans, on voit qu'il y a des défis qui sont importants, mais du coup, en les regardant et en essayant d'apporter des réponses, du coup, on sort un peu de l'angoisse actuelle dans laquelle on est, on a l'impression qu'on est paralysé, qu'on ne peut rien faire. Donc ça, et je pense qu'il a posé quelques vrais débats, vrais points clés, notamment c'est le financement des startups, financer l'économie, financer les nouveaux emplois. C'est un vrai problème en France. On sait qu'une start-up en France... Ça va parler aux jeunes, ça, en fait. Voilà, elle n'arrive pas à lever autant d'argent qu'une start-up aux États-Unis. C'est ce qui fait que Uber écrase tous ses concurrents en France. Sur l'hôpital, il pose la vraie question de la prévention. Ça, c'est aussi une dimension qui est souvent oubliée. Et sur le chômage, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Proposer des droits nouveaux aux ceux qui sont pas inclus dans le marché du travail, qui n'ont pas un CDI, c'est-à-dire tous les auto-entrepreneurs, les artisans. Alors moi justement, je voudrais excusez-moi, mais je vais être un peu plus interrogative par rapport à votre programme. Demain, vous avez votre grand meeting à Paris, vous attendez plusieurs sympathisants au moins, donc vous êtes encore assez flou sur les réformes que vous allez proposer. Vous avez déjà dévoilé certains points. Moi, j'aimerais revenir un peu sur un petit peu votre étendard. Vous dites que vous voulez être le président du travail. Président du travail. Vous avez, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même attaché au mandat à François Hollande d'une certaine manière. Vous avez été aussi secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc vous l'avez aidé aussi sur le programme pour relancer et renverser la courbe du chômage. Est-ce que quand même vous n'avez pas une part de responsabilité sur le fait que le chômage aujourd'hui encore, c'est 6,5 millions de personnes. Donc il y a vraiment un problème de chômage encore aujourd'hui. Vous parlez sur la flexibilité, mais est-ce que la flexibilité aussi, c'est pas une histoire de paupérisation et de pauvreté ? Parce que vous mettez aussi les gens dans la précarité d'une certaine manière, avec la flexibilité. Enfin, c'est ce que disent les syndicats. Oui, mais... Là, vous avez le droit de répondre. Merci beaucoup. Non, sur ce sujet, j'ai expliqué sur la responsabilité politique ce qu'il fallait quand même voir. Si j'avais été président de la République pendant 5 ans, Premier ministre, vous pourriez me dire ça. Ça n'est pas le cas. Je veux bien tout ce qu'on veut. J'ai été ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique pendant 2 ans. Le reste du temps, j'ai parfois conseillé d'aller plus loin. Et oui, beaucoup plus loin. Jean-Claude Maillet dit par exemple que vous aviez plus de pouvoir en étant secrétaire général adjoint de l'Élysée qu'en étant ministre. Mais vous m'autoriserez à considérer que les commentaires de Jean-Claude Maillet, pour qui par ailleurs j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, ne valent pas parole d'évangile. D'accord. Parce que Jean-Claude Maillet ne s'est pas illustré par la défense, le soutien à ce gouvernement, ni son objectivité en général par rapport aux décideurs publics. La réalité, c'est que quand vous êtes conseiller de quelqu'un, vous le conseillez, mais vous n'êtes pas le responsable, ça n'est pas vous qui décidez. Sinon, ça veut dire que pour les prochaines élections présidentielles, je vous invite plutôt à savoir quels seront les conseillers des présidents de la République si c'est eux qui décident. D'accord. Bon. Donc je considère que si je suis devant vous aujourd'hui, si je m'expose devant les Français, c'est pour devenir président de la République, c'est que je n'ai pas eu le pouvoir en 2012. Bon, donc sur ce sujet, pourquoi depuis 30 ans, on ne règle pas le problème du chômage ? Parce que depuis 30 ans, on est dans des raisonnements simplistes où on dit, dès qu'on bouge un peu les droits de celles et ceux qui sont en effet dans l'emploi, on dit ça va être bien pire. Enfin, nous sommes le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas baissé le chômage de masse. Bon, le seul. C'est convaincant sur le diagnostic là-dessus. On va pas revenir. Par contre, ce qui est moins convaincant, et je n'ai pas été convaincu ni par le livre, ni par votre intervention ce matin, c'est le comment. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la même impasse que François Bayrou en 2007. C'est-à-dire que le diagnostic était séduisant, mais les Français ont jugé que de toute façon, il n'était pas capable de le mettre en œuvre. Et on voit bien que dans tout ce que vous proposez, il y aura beaucoup d'économies à faire. Et ces économies... vous avez l'air de dire que ce sera facile, on va faire confiance aux fonctionnaires, ils trouveront les économies, ils sauront les mettre en œuvre. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Ce sera compliqué. Mais je voudrais quand même, attendez. Il faudra quand même, dans votre livre, vous revenez justement sur la loi El Khomri, vous dites, le vrai problème, ça a été un problème de communication. Ça me paraît assez naïf comme approche. Mais je vous attendez. La communication, d'abord, il y a des blocages politiques et des blocages syndicaux. Il faudra les affronter. Mais attendez, à la fin, vous prenez vos responsabilités. Et je voudrais tordre le cou à une idée. Ce qu'il y a dans mon livre, Révolution, ce que j'ai dit ce matin, c'est un projet, c'est un programme avec des mesures. Arrêtez de me comparer à des gens qui n'avaient pas de programme ou arrêtez de dire que je n'en ai pas. Qu'est-ce que c'est que cette antienne journalistique qui est en train de s'installer ? On vous pose juste des questions. Elle est en train de s'installer selon vous. Mais je vous entends.
Vous avez lu mon livre, vous avez vu donc un projet et des propositions. Quand je vous dis ce que je propose de faire sur le marché du travail, vous voyez bien que c'est une réforme, c'est donc une vraie proposition, ça n'est pas du flou. C'est une vraie réforme. Elle est aussi précise que ce que propose François Fillon. Mais ça n'est pas parce qu'on va dire « je supprime 500 000 fonctionnaires » qu'on fait une réforme précise. C'est impossible. Ça n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on dit qu'on va faire en matière de sécurité ou d'éducation. Donc je me refuse aux incohérences. Par contre, je vous dis, face au problème du chômage, oui, j'ai des principes et j'ai même des actions précises. Je transfère à l'entreprise et à la branche. C'est flou pour les financer. Mais ça n'est pas. Mais attendez, cette réforme du droit du travail, elle n'a pas à être financée. Ça n'est pas un financement. C'est une réforme d'organisation. C'est une réforme juridique. C'est ce qu'on appelle une réforme structurelle. Je ne vais pas demander aux Français de payer, mais les économies à faire, c'est difficile. Les annonce depuis 5 ans. Il a le même discours depuis 5 ans. Il a rassemblé. Mais attendez, alors là, on va en termes d'économie. On va s'entendre. Les économies. Je vais revenir sur ce point. Le point d'aujourd'hui, c'était les réformes économiques et c'était la transformation du territoire. Ce ne sont pas des économies budgétaires. Je vous ai expliqué comment je finançais chacune de mes mesures. Oui. Je n'ai fait aucune mesure à crédit. Par contre, permettez-moi de vous dire que le plan d'économie sur lequel je vais justement aller, je le détaillerai précisément. Je vous invite à me donner les détails du programme d'économie de M. Fillon. Les 500 000 fonctionnaires mis en face des 35 heures passées à 39, payées 37, ça fait 0 d'économie. Par contre, ma crédibilité, c'est qu'à chaque fois que j'ai dit quelque chose quand j'étais ministre, je l'ai fait. Ma crédibilité, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui en matière de marché du travail, je l'ai dit le premier jour où j'ai été ministre, de l'économie. La crédibilité augmentée ou pas? Mais non, je l'ai dit. La TVA sociale, je ne l'augmente pas. La TVA sociale, je l'assume. Par contre, permettez-moi de vous dire, vous allez financer les baisses de charges. Non, je l'ai dit. C'est page 85 dans votre livre. Je l'ai dit. J'ai dit que la TVA avait financé des baisses de charges que je voulais rendre pérennes. Par contre, j'insiste sur un point, c'est la cohérence des femmes et des hommes politiques. Moi, j'entends ce que vous dites. François Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans de ce pays. Il n'a pas fait une économie, il a augmenté la dépense publique, il a augmenté la dette publique. Donc, qu'on n'aille pas me raconter aujourd'hui qu'il y en aurait qui soient crédibles et d'autres non. Moi, j'ai fait peu de déclarations. Ça fait 2 ans que je suis dans le champ politique français, mais à chaque fois, ce que j'ai dit, je l'ai fait et j'ai toujours dit la même chose. Merci d'avoir été notre invité. Une toute petite question personnelle, on a 20 secondes. Comment vous vivez ces rumeurs, tout ce qui charrie la candidature à l'élection présidentielle? Comment vous le vivez personnellement? Je le vis très bien parce que ça ne me touche pas. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On va retrouver le zapping dans la suite des programmes de Public Sénat. Merci à vous d'avoir été notre invité.